à construire des équipements communaux. Vous avez peut-être une certaine facilité de gymnastique avec les chiffres. La dernière fois, on parlait de 70 millions, etc. Moi, j'espère que le quartier de la Gare va réussir. Et j'espère qu'avec le quartier de la Gare, comme vous le dites, on va pouvoir faire des choses. Je ne vous ai pas dit le contraire, hein. Je vous dis simplement que je déplore qu'on n'ait pas un schéma, qu'on n'ait pas une prospective qui nous indique, voilà, en 2017 ça sera comme ça, en 2018 comme ça, en 2020 comme ça, au moins dans les grandes lignes. Et je pense que ça sécuriserait beaucoup de personnes. Moi, il me semble qu'un projet de la sorte mérite une attention particulière. Je ne mets pas en doute votre attention particulière avec Vincent sur ce dossier, mais vous devez bien comprendre que nous, qui n'avons pas toutes les informations, on peut être interrogatif. Moi, j'ose espérer, et je vous l'avais dit en réunion publique, que le quartier de la Gare, j'avais dit ça assez vulgairement, nous laissera un peu de sous. J'espère que ça nous laissera un peu d'argent pour peut-être faire encore d'autres choses ou d'autres équipements que les Divonnais ont besoin. Donc sur le principe que vous avez fait de la réserve foncière sur le quartier de la Gare, qu'avec cette réserve foncière, vous allez faire des équipements nouveaux s'il reste un delta. Je ne partageais pas cette approche, mais je vous entends, j'essaye de voir, et je dis pourquoi pas. Mais aujourd'hui, les chiffres font que quand vous dites on va faire 7 millions d'investissements, mon voisin l'a très bien dit tout à l'heure, si vous regardez bien les investissements nouveaux, c'est entre 600 et 700 000 euros. C'est marqué noir sur blanc sur le rapport. On considère qu'Avenue Jeunesse, c'est un investissement nouveau, c'est pas sur 2 ans. Sur 2 ans. Et ensuite, vous dites par rapport. L'avenue de Genève, c'est un investissement, là. C'est finir quelque chose qui a été engagé. Parce qu'effectivement, après, on a les APCP qui pèsent lourd dans les investissements, mais c'est pas du nouveau. C'est de l'investissement, ouais, d'accord. C'est ça, les passants qui disent déjà, c'est pas. Il y aura Israël, il y aura tout ça. Et monsieur le maire, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez quelque chose, et vous nous en avez parlé. La valeur nette comptable, 162 millions d'euros de Divonne. Je vois, vous nous avez souvent dit que notre patrimoine, c'était surtout les terrains. Quand je vois ce document, je vois en terrain 18 581 300, et notre dette est quand même de 24 312. Alors, Stéphano, moi je veux bien reprendre tout ça, mais... Non, mais... j'ai dit ça, vous le savez. Non mais attendez, vous le savez, je veux dire, vous dites 15 millions, mais la valorisation, c'est, vous avez dans le chiffre que j'ai, c'est la valeur d'achat. Donc ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est la valeur marchande de votre terrain. Je voulais que vous, simplement vous nous précisiez. Non, mais il ne faut pas induire. Je ne vais pas vous les induire en erreur, mais à un moment, il faut être beaucoup plus précis. Quand je l'exprime, qu'est-ce que je dis? Je dis que demain, vous décrochez votre téléphone et vous dites finalement sur le quartier de la Gare, je ne veux pas d'équipement public, je le vends pour faire des logements, vous n'avez plus un centime de dette à Divonne. Voilà. Si je ne peux pas vous dire. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Monsieur Di Stéphano. Pas comme ça. Demain, c'est pas assez précis. Monsieur Di Stéphano, demain vous décrochez votre téléphone. Dans le PLU, vous dites finalement sur le quartier de la Gare, c'est ce qui hérisserait le poil de monsieur Augustin, qui est assez inadmissible parce que vous construisez des logements et vous allez générer des besoins publics et vous ne les payez pas. Et vous auriez raison. Mais c'est ça que je veux dire. C'est qu'en face d'une dette, vous avez un actif. Vous décrochez votre téléphone et vous dites, dans une ville où on paye aujourd'hui le mètre carré de Chol, pour les plus pessimistes à 600 €, pour les plus optimistes à 1200 €, comme on l'a fait sur le quartier de Perton. Et bien vous effacez votre dette. Voilà. Je dis ni plus ni moins que ça. Pas tout à fait ça, monsieur. C'est Expliquez bien comment on rembourse notre dette. Vous êtes un professionnel averti, vous savez que ça ne se fait pas comme ça. Surtout quand on a une dette à taux fixe. Donc, si vous voulez rembourser votre dette, vous allez la payer.
Vous le savez bien, par une indemnité actuarielle. Et puis il y a une indemnité. Et vous la connaissez aujourd'hui. Sûr. Sur 24 millions, c'est 20% du capital, ça vous coûte 5 millions. Est-ce que ça serait intéressant aujourd'hui de rembourser sa dette et d'avoir 5 millions d'indemnités? Alors ce que je veux aussi vous dire, c'est que ces indemnités actuarielles, elles se négocient. Et mais c'est là où on diverge. Vous savez, Écoutez, j'ai quand même travaillé 40 ans dans un organisme et bancaire. moi j'ai renégocié beaucoup d'emprunts pour des collectivités, parce que j'ai siégé dans beaucoup de collectivités, et nous verrons le moment venu qui de vous ou de moi Il y a quelque chose en face, a c'est raison. obligé. Il y aura quelque chose en face, et qui de vous ou de moi a raison. Ce taux actuariel, il se Ah, c'est renégocie. sûr que c'est moi qui ai raison, monsieur. Je crois pas. Désolé, monsieur. Je Même crois si pas je ne fais qu'une approche comptable, je suis sûr d'avoir raison. C'est Stéphano, c'est à la fin du marché qui Oui, fera oui, je le sais, boule, quand même. et on verra ce qu'il en est. Hein. Bon, pour l'instant, ça n'est pas le sujet. Monsieur Stéphano, je ne sais pas si je m'exprime mal, Vous vous exprimez très bien. mais ce que j'ai toujours dit, toujours, c'est que chaque fois que nous avons endetté, nous avons mis en face une garantie. Et que la bonne gestion, c'est cela. Quand j'ai donné l'autorisation à mon adjoint aux travaux de faire à la fois l'école Guy de Maupassant, de faire le réaménagement de la douane, le début de la rue de Genève, les travaux devant le Carrefour Market, en face, on s'est assuré qu'il y avait des actifs si demain il y avait un problème. Ça a toujours été la politique de la vie. Et je ne vous dis ni plus ni moins que ça. Quand il y a une dette, on constitue en face l'actif qui la garantit. À la différence d'un certain nombre d'autres collectivités qui, et c'est pour ça que vous me reconnaîtrez aussi de l'avoir toujours dit, il faudrait qu'ici on puisse présenter un bilan, parce que si vous présentiez la situation bilancielle de la ville, eh bien vous seriez un banquier heureux. En revanche, là où je vous reconnais d'avoir raison, c'est que sur le compte d'exploitation, on est pile à zéro. Et que ça, pour un banquier, bah, ça interroge. Voilà. Mais c'est la M14. Oui, C'est pas On est la bien d'accord. comptabilité d'une entreprise. on est bien d'accord. Vous êtes sur la Dans le ligne. fait. Il n'empêche que quand vous empruntez, si en face vous avez une garantie avec des actifs fonciers qui couvrent 3 ou 4 fois votre dette, moi si je suis banquier, j'ai pas trop de C'est un plus. C'est un plus. Même s'il y a une pénalité de remboursement anticipé qui est à 20%. Et c'est ça qui nous distingue, M. Di Stefano. C'est que vous raisonnez, je vous l'ai dit un jour, et je le En comptable. comprends, vous le raisonnez en termes comptables. Et moi, je raisonne en termes d'actifs et de passifs. Et c'est ça qui nous distingue. Et chaque fois que je cède un actif et qu'on fait de l'investissement, je dis, vous n'avez pas de CAF. Vous avez raison, on n'a pas de CAF, mais on a un actif et ça nous permet d'investir. Et vous allez voir ce que vous allez voir sur le quartier de la gare. Attendez, sur le quartier de la gare, j'en suis désolé, mais on en est d'accord. Non mais alors là aussi sûr, Vincent pourrait vous répondre, il y a très sur le quartier de la gare. Vincent va vous répondre, non mais attendez, on est venu ici. Non, attendez, c'est quand même extraordinaire. On est venu ici, on vous a donné un schéma, on vous a dit les actifs que nous allions réaliser, on vous a mis en place des chiffres qui correspondaient aux cessions de droits à construire, etc. Voilà, mais Vincent va vous répondre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le quartier de la gare, il va y avoir. Non, mais là, sur le quartier de la gare, on est d'accord, ça va se dérouler, il va y avoir bientôt au 1er mars, on ne va pas parler du quartier de la gare aujourd'hui. Je vous ai dit que je comprends votre approche de commercialisation qui est de dire que sur le quartier de la gare, on a un potentiel énorme, ce potentiel peut nous aider à faire des équipements et éventuellement à se désendetter. On est bien d'accord? Voilà. Moi je vous dis simplement, pour faire des équipements, pourquoi pas? J'espère qu'il restera un petit peu quelque chose pour faire autre chose en dehors de ce quartier. Et je vous dis simplement, sans prétention aucune, que sur l'endettement, c'est pas aussi simple que vous vouliez bien le dire. La mécanique de remboursement, tout simplement. J'ai 1 million de dettes et j'en ai 1 million, ça on est d'accord. Il y a des Voilà. indemnités, Donc, on est d'accord. si je résume, donc tac, il n'y a pas de problème. Je dis simplement après, sur 2016, 2017, 2018 et jusqu'en 2020, je vous ai fait quand même un schéma, je vous ai fait quand même une approche rétrospective avec les chiffres que vous m'avez donnés. Ils sont quand même ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus que contraint, on doit faire attention. Quand une association a besoin de 1 000 €, il y a des difficultés.
quand il y a des, comment dirais-je, il y a de la voirie, on dit bah, peut-être qu'on passera que 2 fois au lieu de 3 fois, etc. Donc on fait attention, j'en suis conscient, mais si on fait attention en 2012, 2011, 2010, on ne le faisait pas. Et parce qu'il y avait une CAF qui était importante à hauteur de 3 millions d'euros. Et ici, on a quand même le cabinet Fidelia qui nous a fait un rapport et qui a fait des préconisations. Donc, moi, j'aurais sur ces préconisations qui dit que pour pouvoir réinvestir, il faut qu'on ait, c'est peut-être un peu comptable, monsieur le maire, mais il faut qu'on ait des marges de manœuvre, soit par la CAF, c'est-à-dire l'épargne nette, soit par la vente d'actifs, qui est votre politique. Voilà. Voilà. Notre politique, Et c'est pour ça qu'on n'est jamais stable, parce qu'on fait des coups. Je vous ai montré, voilà. Pourquoi pas? Vous en avez la J'ai- démonstration prochaine. Moi, je ne dis pas le contraire. J'ai le droit d'avoir une autre approche que la vôtre. Et je veux essayer de la faire entendre. Moi, ce que j'essaye, Jean-Baptiste d'expliquer, c'est que vous avez deux manières d'avoir une bonne situation pour une commune. La première manière, c'est d'avoir une CAF très élevée. Vous avez beaucoup de recettes et peu de dépenses, donc une différence, et ça vous permet d'investir. Puis il y a une deuxième manière, qui est la nôtre, qui a consisté à constituer des actifs extrêmement importants, des actifs fonciers, et d'utiliser ces actifs pour financer l'investissement, pour ne pas les faire payer par le contribuable. Voilà, ce sont deux méthodes différentes, mais je comprends que le raisonnement comptable, qui est le raisonnement du banquier prêteur, quand on discute avec eux, il aille directement à la CAF. Je le comprends. N'empêche que quand je discute un quart d'heure avec lui et que je dis écoutez, voilà les actifs en face, il dit il n'y a pas de problème, c'est la raison pour laquelle les banques n'ont jamais hésité à prêter à la commune de Divonne pour cette raison-là. Voilà. En ce qui concerne les actifs, on vous a souvent demandé, monsieur le maire, je pense qu'il y a au moins 18 mois, on vous a demandé un zonage de ce qui pouvait être cessible. C'est en cours. Ça pourrait nous donner une indication. Vous en avez quand même quelques-unes, par exemple. Et quand on a voulu faire l'opération hôtelière à l'entrée de Divonne, c'était combien? C'était combien? 250 € pour 100 € du mètre. Sur on s'est seulement 6 000, hein, c'est ça? C'était 1 mètre carré. Alors qu'on en a 17 ou 18 000. Bon, après, les centres-villes. Oui, pardon. Justement, moi je voulais revenir un peu parce qu'on parle beaucoup de la valeur des actifs. Donc, concernant la zone de la gare, on va être fixé finalement prochainement, Oui. puisque le but de la consultation, on va analyser toutes les propositions, et là au moins on aura un chiffre. Mais je veux dire, pour les autres actifs, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais je souhaiterais vraiment qu'on puisse établir un tableau et qu'on puisse, en face de chaque actif, mettre des valeurs. Parce que là, j'ai l'impression que personne n'est vraiment sûr des valeurs que l'on donne. Hein. J'aimerais, moi, qu'on les refasse un peu ensemble, toutes ces valeurs. Et je vous assure, ça me paraît quand même essentiel hein, pour les années à venir. Ça, c'est important. Alors, pour les zones de la gare, c'est vrai, on va être rapidement fixé. Mais parmi les actifs, il n'y a pas que du terrain à bâtir. Hein. On est bien d'accord. Et le terrain agricole, vous savez combien ça vaut. Vincent Scatoni. Je crois que vous avez très bien dit, monsieur le maire, on a vraiment une stratégie foncière qui nous permet chaque année de poursuivre des investissements à un rythme qui est relativement soutenu. Alors moi je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous faites parce que je pense que cette année on fait de nouveaux investissements. La deuxième partie de l'avenue de Genève, c'est des investissements, c'est quelque chose qui va se voir, qui va changer aussi l'entrée de Divonne et qui va finir de changer l'entrée de Divonne. Quand on travaille sur la voirie dans les hameaux et notamment sur la rue Jean de Jean, je pense que c'est un investissement nouveau et je pense aussi que ça va changer ce hameau et ce secteur de Divonne. Quand on rénove des trottoirs, je pense que ça se voit et que ça participe aussi à l'embellissement de la ville thermale. Sans refaire le débat qu'on a fait tout à l'heure, je pense qu'on nous avait décrit lors de la campagne électorale et dans les différents débats d'orientation budgétaire qu'on a eu jusqu'à présent, une situation qui était une situation de crise, une situation dans laquelle on n'arriverait pas, durant ce mandat-là, à poursuivre nos investissements et à garantir la continuité des services. Et aujourd'hui,
je pense que ce n'est pas tout à fait la réalité. Parce qu'on continue à investir, peut-être moins que ce qu'on avait pu investir dans le courant du dernier mandat, et notamment à la fin du dernier mandat, parce qu'on a eu des équipements lourds à réaliser, notamment une école qui était importante. Mais je pense qu'aujourd'hui on continue à investir, on continue à offrir un service de qualité dans les écoles et le même niveau de service que ce qu'il y avait précédemment. Je pense qu'on continue aussi à investir auprès des associations, je pense notamment à des travaux qui sont prévus dans les locaux du LEC. Je pense qu'on arrive à continuer à offrir des services de qualité à l'ensemble des publics. Donc je pense que c'est important de le dire, et c'est important de dire que la stratégie foncière d'achat de terrain et de valorisation ensuite de ces terrains est une stratégie qui nous permet de tenir les objectifs et les engagements qu'on a pu prendre lors de la dernière campagne électorale. Mais comme le disait M. le maire, je pense que ça sera petit à petit et tout au long de ce mandat qu'on pourra vérifier et débattre ensemble du fait qu'on réalise les engagements pour lesquels on avait fait campagne. Vous trouvez que 35 000 €, c'est pas énorme sur la maison des associations. Je ne sais plus qui l'a dit Bertrand Augustin. Je pense que 35 000 € c'est le début de l'étude cette année, et que l'année prochaine ce sera un investissement supplémentaire, et qu'en 2018 on coupera le ruban pour ouvrir les premiers bâtiments de cette maison des associations. Très bien. On en a terminé. Visiblement, tout le monde, c'est campagne électorale, parce que ça revient, alors qu'on est quand même 2 ans après, qu'on a eu d'autres échanges, qu'on travaille ensemble, et on revient toujours à la campagne électorale en disant vous nous avez accusés, vous avez changé dramatiquement la façon de gérer les choses. On était dans une phase d'investissement, ça a explosé dans tous les sens. L'année dernière, vous avez coupé les investissements, les prix d'investissement. Évidemment, la situation des finances est meilleure. Évidemment. Augustin, à un moment, on a pris des engagements face aux électeurs, et je pense qu'on tient ces engagements. On est content que le débat citoyen, le débat démocratique fonctionne, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, les investissements, vous y êtes allés trop fort, c'était le reproche qui était fait pendant la campagne, vous en tenez compte, vous réduisez. Là, vous repartez, je dis c'est quand même un peu timide, parce que quand on regarde les investissements nouveaux, il y a 3 lignes, il y a le village des associations, il y a 35 000 €, c'est une étude, on ne va pas finir le village des associations avec ça. Il y a l'aménagement de la deuxième tranche de l'avenue de Genève, qui est quand même quelque chose qui a été commencé, on finit les travaux. Et puis il y a des dépenses d'aménagement imprévues. Monsieur Augustin, c'est pas parce que je crois que dans la campagne on a été relativement clair, et je pense que la base d'une majorité ou d'une minorité, dans ce cas-là d'une majorité, c'est quand même de tenir les engagements pour lesquels on a été élu. Ce qui aurait été pire, et c'est le problème peut-être des politiques aujourd'hui, c'est de ne pas tenir les engagements qu'ils prennent durant leur campagne. Durant la campagne, on a dit qu'on avait 5 gros projets qu'on arriverait à financer et qui seraient réalisés durant le mandat. Aujourd'hui, on a 2 années depuis l'élection depuis la dernière élection. Je pense qu'il reste encore 4 ans en 2020. C'était d'une part la maison de santé. Aujourd'hui, le permis est signé. Il y a des difficultés sur le permis parce qu'on a 2 recours qui sont annoncés. Mais je pense que c'est un projet qu'on réalisera, qui ouvrira et qui accueillera de nouveaux médecins rapidement. Il y a le quartier de la gare. Au mois d'avril ou au mois de mai, le Conseil sera amené à se prononcer sur le choix d'un aménageur et donc sur un projet qui devra se réaliser d'ici la fin du mandat. On a parlé d'un projet de piscine, des discussions sont en cours. On a parlé du projet de village des associations. Aujourd'hui, on est en train de poser le cadre réglementaire qui permettra de réaliser le village des associations. Et dès l'année prochaine, au budget, on inscrira des montants qui permettront la réalisation du village des associations. Et comme ça, je pourrais en décliner plusieurs. Et on avait également dit, dans le cadre de notre campagne électorale, qu'on irait très clairement vers du désendettement. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on se désendette par rapport à la dette qu'on avait au début de cette campagne. Alors oui, très clairement, le fait d'avoir 2 listes face à nous au moment de la campagne électorale nous a permis de construire un discours qui était peut-être différent des actions qui avaient pu être engagées entre 2008 et 2014. Aujourd'hui, on a été élu, on est en charge d'affaires, et je pense que c'est correct par rapport aux citoyens, correct par rapport aux abonnés, de tenir les engagements qu'on a pris. Et d'y veiller, parce qu'on a des discussions qui sont des discussions pas souvent d'opposition. Moi, pour travailler très régulièrement avec Bertrand Augustin dans la partie d'urbanisme, qui n'est pas forcément une partie financière, mais qui est plutôt une partie sur le cadre de vie. On trouve souvent des accords. Presque toujours, mais souvent, des accords sur des objectifs politiques
le développement de notre ville. Mais c'est pas l'idée. Je trouve que ce que vient de dire Vincent Scatola, c'est frappé au point du bon sens. Vous avez des engagements, ils sont pris. Nous avons dit qu'on a beaucoup investi sur la précédente mandature, qu'on investirait moins sur celle-là et qu'on allait se concentrer sur 4 investissements. Et nous vous avions dit à l'époque que ces investissements, on allait les financer par des cessions d'actifs. J'aurais dit, enfin, j'ai vraiment un sentiment de redite, mais vous avez une maison médicale, vous cédez le terrain, vous faites construire une maison médicale, alors vous avez raison, il y a aussi des mètres carrés d'habitation qui permettent de payer l'ensemble. Voilà, et vous allez avoir un quartier de la gare, vous l'avez dit, ça ne va pas coûter aux contribuables, parce que les équipements publics, les routes, l'éclairage, ça sera payé par les droits à construire. On va voir ce que ça va donner dans la proportion, Jean-Yves Stéphane a raison. Il faut attendre que l'appel à la concurrence soit achevé. On vous a dit qu'on allait faire une piscine, on va la faire dans le cadre d'un PPP, enfin maintenant c'est plus un PPP, mais enfin, c'est le même système, et qu'on allait récupérer les 800 000 € que nous coûte la piscine tous les ans pour les affecter au financement de ce contrat de partenariat. Il y aura peut-être un surplus, on l'a dit aussi, que ça pèserait sur le fonctionnement, 400, 200, 300 000 € en fonction du calibrage de l'équipement. Puis on vous a dit qu'on mettrait grosso modo 1 million d'euros par an sur le village des associations. Et puis on mettra peut-être même un peu plus qu'1 million d'euros par an en fonction du choix qu'on fait sur le premier bâtiment. Comment est-ce qu'on le financera? Une partie avec notre autofinancement, qui à mon avis va se reconstituer dans les années qui viennent, tout doucement. Parce qu'on a des augmentations de recettes, parce qu'il y a des entreprises qui s'installent à Nivonne, parce qu'on a de bons projets de développement économique, on en a aussi quelques-uns. Voilà. J'en doute pas, mais pourquoi on ne pourrait pas le transcrire? Vous dites, vous pensez que... Parce que si je dis Stéphano, enfin oui, moi je veux bien quand même, vous m'avez interrogé l'année dernière sur les 10% d'augmentation de recettes fiscales sur l'année 2015 par rapport à 2014, j'aurais pas mis un centime dessus. Même vous, je pense. Bien d'accord. Voilà, bon. Bien au contraire. Donc voilà, il faut écrire des tendances, il faut écrire là-bas, des mouvements. C'est ce que je Mais voilà. Non, mais je crois vraiment la divergence entre vous et nous, et je comprends très bien votre raisonnement, hein, et quand vous dites souvent, mais on ne se pose pas une question d'opposition, la divergence entre vous et nous, c'est le mode de fonctionnement de l'investissement. La pureté financière, comptable, c'est ce que vous dites. Hein, c'est des écarts importants. On pourrait le faire demain. On monte l'impôt, on se retourne une carte. Bon. Mais nous, on dit non, c'est pas la peine. Parce que les Divonnais, ils ont aussi fait confiance à une équipe municipale qui a acheté les terrains 1 et qui les rend 25. Hein, je suis désolé de vous le dire, parce qu'un jour aussi, il faudra qu'on l'écrive très clairement. Mais vous prenez le prix du mètre carré du terrain que nous avons acheté, sur lequel on implante un hôtel, et puis vous regardez au prix où on le revend. Voilà. Alors on va dire, mais il y a 25 ans, on nous critiquait ici, on nous disait, mais m'en fous, ils achètent tout. Moi j'ai eu des débats dans ce conseil. Vous dites, mais arrêtez d'acheter. Ben, je suis désolé. Quand vous achetez un, et que vous vendez 10, 15, 20, je crois que c'est même jusqu'à 25 sur l'entrée de zone, on avait acheté aux enchères. Donc là, c'est un peu particulier. C'est un mode de financement. Et ce que j'arrive pas à comprendre dans mon pays, je vous le dis, c'est que l'État a un patrimoine colossal, avec la SNCF, avec les armées, etc. Il est incapable de le gérer comme un. Incapable de le gérer. Ce mode de gestion, ce mode de financement, qui consiste à faire comme une entreprise, j'achète, et puis ensuite je revends dans de bonnes conditions, en plus vous avez la maîtrise foncière et la maîtrise de la réglementation, je ne comprends pas que ce ne soit pas dans toutes les collectivités pareil. Et ce que je regrette un peu, c'est que quand on le fait, ce qui est quand même un avantage pour le contribuable, on ne dit pas, bah tiens, ils n'ont quand même pas été mauvais ces gars-là. Voilà. Je trouve ça très curieux. Très très curieux. Écoutez, il y a 25 ans, j'étais pas là. J'ai né. Oui, bon, voilà. Quand même. Voilà. Non, mais là, vous étiez la vie. Oui. Ce que je veux simplement vous demander maintenant, quand est-ce que vous avez fait la plus grosse partie de vos réserves foncières? Non, mais la louche. Depuis longtemps, par exemple, je pense, c'est en 1994 ou 15 qu'on a beaucoup acheté au bord du lac. Après, c'est dans les années de négociation avec RFF pour 1,5 hectare en centre-ville, c'est 2005, c'est des années de discussion, oui, c'est oui. Ce que je veux dire, c'est qu'après, le plan d'occupation des sols, etc., ça a changé. Vous avez aussi fait ce qu'il fallait pour que, justement, ce que vous avez acquéri peut se valoriser, etc. Voilà.
Mais c'est de la gestion. Là, on peut dire que c'est une bonne gestion. Après, le souci, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut vendre pour investir? Mais, me semble-t-il, avec la situation que l'on a depuis 2012, on n'a pas le choix de faire comme ça. Là, vous avez raison. Ou alors, si on voulait investir en dehors des cessions d'actifs, il faudrait monter l'impôt. Et là, j'en viens à l'engagement électoral que nous avons pris. Parce que ce que je vous dis ce soir, enfin très clairement, il y avait une salle, c'était à l'Esplanade, il y avait beaucoup de monde, je crois que vous y étiez, je l'ai expliqué. C'est Gérard Poli qui pose la question, il me dit, est-ce que vous avez monté les impôts? Et j'ai dit à Gérard Poli deux choses. Je lui ai dit, à mon avis, on a un risque d'une politique d'État qui peut demain nous mettre en situation difficile, et puis on a des risques inhérents à Vivonne, sur la CFG, sur etc. Sur les recettes aléatoires. Voilà, les recettes aléatoires. Et je dis deuxièmement, le financement, c'est aussi des cessions d'actifs, et on va privilégier les cessions d'actifs. C'est pour ça que, comme vous le regardez bien, il a raison, Vincent, de parler du programme électoral. C'est pas pour faire de la politique, mais moi je crois que dans un pays où on ne croit plus les responsables politiques, quand vous avez une équipe de 29 personnes qui se présentent, il y a une majorité de 23, et que ces 23 vous disent voilà quelle est la ligne de conduite que nous aurons et qui s'y tiennent, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Il a raison de rappeler les fondamentaux. On est élu avec un projet, on essaye de s'y tenir, puis après vous avez les impondérables, vous avez des situations qui vous échappent, des situations internationales, voilà. Jean-Christophe Place. Oui, donc j'ai bien écouté les différents exposés. Moi, ce que j'observe depuis un an, où je suis maintenant membre de la commission des finances, c'est je suis de plus en plus positif. Quand je vois le budget qui a été monté, avec l'effort des services, des commissaires sur ce budget, et effectivement, quand on revient et qu'on observe ce budget, et ça va être certainement une redite, mais on a une poursuite du désendettement qui a été amorcé. On sera à moins de 20 millions d'euros sur le budget principal, hauteur de 22 millions d'euros, 23 millions d'euros sur la totalité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cet endettement, il y a des actifs. Nous avons maintenant la nouvelle école qui est de Maupassant. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a une maîtrise des dépenses de fonctionnement, légère augmentation, 1,5%, ce n'était pas forcément donné. Il y a les services au jour le jour travaillent dans un environnement très contraint, et vous le savez parfaitement aux finances. Par exemple, je salue le travail remarquable de Mme Norchi et de Béatrice Corbin, assistée par M. Delespina, qui travaillent sans compter leur temps pour arriver à cet objectif. On a une légère décroissance aussi de tout ce qui est dépenses de fonctionnement hors ressources humaines. On a une baisse des concours de l'État de moins 20% entre l'année dernière et puis l'année suivante. Et puis effectivement, alors on a une relance graduelle de l'investissement. Alors oui, on a une opposition effectivement sur comment on investit à Vivonne. On a effectivement deux visions qui s'opposent. Alors les opposer complètement, ce serait peut-être un peu extrême, mais il faut arriver à construire finalement, essayer de construire et d'amener ces deux visions-là pour avoir un investissement encore plus important. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché vraiment cette année à avoir une épargne nette à zéro, sachant qu'on n'utilise pas le report 2015 pour l'instant sur ce budget 2016. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'une très bonne surprise qui nous permettrait également d'investir encore plus que ce que l'on a pu mettre aujourd'hui dans le budget 2016. Maintenant, la prospective financière. Alors, c'est quelque chose qu'on a abordé, on a eu des débats en commission finance sur ce point-là. J'ai déjà présenté un projet par étapes. Donc c'est vrai qu'en 2015, on a commencé avec les outils. Maintenant, on va avoir des outils. Maintenant, il faut utiliser ces outils. Et effectivement, l'approche, il y a deux approches qui s'opposent. Une approche technique qui est en commission des finances, où on construit cette prospective, et une autre approche qui est d'associer les services à cette construction un peu sur le même mode de fonctionnement que le budget, à savoir une lettre de cadrage, des services qui préparent avec la collaboration des adjoints et des conseillers municipaux quand c'est possible,
pour cette construction de cette prospective financière. Et on a effectivement dit qu'une fois que le budget serait terminé, donc ce montage arrive bientôt à échéance, on s'attacherait à travailler sur cette prospective financière plus détaillée, en tout cas à un niveau qui permette d'avoir un ROB encore meilleur l'année prochaine. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais Très bien, dire. merci. Alors, je voudrais saluer le travail qui est fait par les élus, par les services, la majorité des gens sur ce budget. Je pense qu'à la fin du mandat, on sera tous d'accord sur le principe généraux. Je suis absolument convaincu. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel les clivages me prennent beaucoup de sens. Il y a une divergence d'appréciation. Je pense qu'assez rapidement, on trouvera les moyens d'être d'accord pour le bien. Voilà. Monsieur le maire, en deux mots de ce que vient de dire le vice-président de la commission des finances, d'avoir une épargne nette à zéro, si c'est ça, d'être dynamique et objectif et avoir comme objectif, ça me paraît un peu limité. Quant en ce qui concerne la prospective, associer les services, je trouve que c'est une bonne chose, mais il ne faut pas confondre, c'est quand même les élus qui décident la politique et les grands choix, et ce n'est pas les services. On est d'accord. Les services nous aident à faire les bons choix. Voilà, les services nous aident à préparer des dossiers d'extrême qualité, de façon à ce qu'on puisse, de façon éclairée, prendre les décisions. Et c'est ce pourquoi je souhaiterais que les services soient vraiment associés, que ce ne soit pas juste un travail des élus, et que ce soit bien un travail d'équipe. Très bien. Si je peux. Oui, Bertrand Gustin. Simplement, je vais essayer de faire court, mais j'ai réécouté votre discours. Je ne parle pas d'analyse financière, je parle de la politique d'investissement. Et je suis quand même très inquiet parce que quand l'investissement financé par la cession de terrain pour construire, on voit quand même à quoi ça conduit. Je pense au projet de la maison de santé pluridisciplinaire MSP, qui est, je crois, un engagement de campagne que vous aviez pris. On voit la ligne qui apparaît très clairement, c'est à peu près la moitié du budget des recettes d'investissement. C'est énorme, et en même temps, c'est le blocage de ce projet. Pourquoi on n'a pas de maison de santé à Divonne? C'est parce qu'il y a trop de logements, que ça crée des nuisances, que les riverains ne sont pas satisfaits, et globalement, on a un projet qui n'avance pas. Si on prend le quartier de la gare, c'est le deuxième exemple qu'on prenait. On a fait l'exercice, c'était au dernier conseil municipal, regardez en gros quel était le poids des investissements en équipement public, qu'on avait chiffré aux alentours de 46 millions, et puis ce qu'on pouvait tirer des sessions du quartier de la gare, et le bilan c'était qu'il restait quand même pas grand chose, et que le désendettement serait limité, et qu'il faut toujours considérer que les infrastructures à financer en dehors du quartier pour la commune, je pense éventuellement à des écoles, il n'y a pas d'école prévue sur le quartier de la gare, alors on a un peu de réserve, mais ça ne suffira pas nécessairement. Je pense à voilà, tout ce qui va autour d'un quartier, il y a des infrastructures à mettre en place. Voilà, ces deux exemples sont des mauvais exemples de mon point de vue, puisque dans un cas, la maison de santé ne sort pas, le service n'est pas rendu au Divonnet en termes de maison de santé. On a toujours relativement peu de médecins, on n'a pas une maison de santé qui fonctionne en maison de santé. Et puis le quartier de la gare, pour un gros projet qui va impacter tant la ville que les finances de la commune pour les prochaines années, sur la prospective qu'on a pu faire lors du dernier conseil municipal, la marge qu'on pouvait dégager était relativement limitée. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est bien dans un raisonnement de course en avant, on est obligé de vendre pour construire plus, mais construire plus, ça appelle aussi plus de désendettement, et on n'est pas en équilibre. Monsieur Augustin, très clairement, on va attendre la fin de la consultation sur le quartier de la gare. 100 appartements, c'est une classe. La moyenne, c'est ça. Grosso modo, quand vous avez 100 appartements, vous avez 30 enfants. Voilà, grosso modo, c'est ça. Statistiquement. Environ, voilà. Donc, vous construisez 400 appartements, vous avez des classes aujourd'hui. Il y a d'autres constructions, entendons-nous bien. Voilà. Non, mais, entendons-nous bien. Mais attendons le résultat de la consultation et puis on en fera. Mais alors là où vous êtes extraordinaire, c'est sur la maison de santé. Mais la maison de santé, on a un terrain, on le vend. Le promoteur a le droit d'y construire 90 appartements. Donc on le vend demain. Mettez-le sur le marché, en centre-ville, à côté des thermes, à proximité de la rivière.
dans un quartier agréable, il a le droit de construire combien, Vincent? 80, 100 appartements? Au moins une centaine. Donc vous touchez un chèque de 5 millions, combien? 4 millions? Et puis vous trouvez un autre terrain et vous construisez une maison de santé. C'est ça que vous vouliez? Attendez, monsieur Augustin, attendez, je vais jusqu'au bout. C'est juste pas possible. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Si on vous suivait, s'il fallait la construire très vite, si on n'avait pas de préoccupation environnementale, si on n'avait pas de préoccupation sur le voisinage, mais on le vend ce terrain, on est propriétaire. La maison est disponible, vous le vendez à un promoteur, il construit. Alors là, les voisins, vous les entendez, mais c'est plus vous le responsable, vous avez un PLU, etc. On dit on ne va pas construire des appartements en nombre excessif. Il y en aura combien? 35? Il y en aura 28. C'est-à-dire que vous passez de 100 à 28. Et vous faites une maison de santé, et vous venez nous dire, mais finalement, c'est pas extraordinaire. Ce que vous faites, c'est, finalement, vous n'auriez pas dû vous y prendre comme ça, mais vous voulez quoi? Attendez, monsieur Augustin, à un moment, quand on tient un discours, il faut être un peu cohérent. Hein, on peut diverger, mais il faut être cohérent. Donc si demain vous m'écrivez, monsieur Augustin, vous dites finalement, vous savez, monsieur le maire, le meilleur moyen pour financer l'investissement, vous vendez. Eh bien, ok, on fait 100 appartements. Mais après, c'est vous qui discutez avec le voisinage. Et vous pouvez même discuter avec la chaîne. Mais discuter avec soi-même, parfois, ça pose un problème. Alors attendez, un moment, monsieur Augustin, moi je veux tout entendre. Mais il faut être cohérent. Attendez tout alors, monsieur le maire, parce qu'il faut mettre les points sur les i. Mettez les points sur les i. L'emplacement de la maison de santé, on ne pouvait pas faire sans logement. On était dans une zone, et il y a le problème de la procédure, c'est que la zone ne correspondait pas à la destination de la maison de santé. Donc on ne pouvait pas non plus la vendre à un promoteur et faire sans logement. On est en zone hameau, il fallait respecter la densité de la zone hameau. Une des difficultés, c'est qu'on ne respecte pas les règles de la zone hameau sur ce projet. Soyons précis, monsieur le maire, on peut y aller. Jamais on aurait pu vendre et faire sans logement sur cette parcelle. Monsieur Scatolin, qu'est-ce qui nous interdit, qu'est-ce qui vous interdit, proche du centre-ville, de prendre ce terrain et de dire ici on fait de l'habitation, mais qu'est-ce qui vous l'interdit? On est en zone de tourisme. Mais équipement. Quand on parle de zone tourisme, on parle de résidence hôtelière, on est en zone tourisme équipement, on ne peut pas faire de logement. C'est une bonne raison pour ne pas en faire. Non mais... Oui, mais vous voyez, la démonstration est quand même... Le zonage de cette zone, de cette parcelle, était défini pour notre projet et a été réadapté pour la maison de santé. Mais on a eu des propositions pour y faire des résidences hôtels de 80-90 logements. Vous les voulez, les 90 logements? Vous voulez les 5 étages? C'est pas mon propos, monsieur le maire. Mais attendez, monsieur Augustin, un moment, il faut être clair. Et on vous propose 4 ou 5 millions d'euros pour faire une opération d'aide, puis vous faites vos 100 logements. C'est comme ça qu'à un moment, il faut être cohérent. Et on se retrouve en commission, et on dit, ben non, finalement, c'est quand même un peu trop. Hein. 4 ou 5 étages, c'est quand même beaucoup. Et on modifie le PLU. Et on fait une maison de santé, et on dit on la finance avec des appartements pour être à peu près avec Irak. Il y aura combien? 2 étages? On met 2 étages au lieu de 4, je ne sais pas combien on pouvait en mettre. Bon. Et vous venez de dire aujourd'hui, finalement, vous voyez, votre raisonnement, il ne tient pas la route. À un moment, monsieur Augustin, il faut être cohérent. Votre propos, il est complètement incohérent. Je n'ai pas d'autre terme. Voilà. Je crois que vous êtes à court d'arguments, surtout parce que le propos il est complètement cohérent. Le propos il est totalement cohérent. Non seulement sur ce projet, il y avait une maison de santé à financer, on fait des logements en face, il y avait une soule pour la commune, vous avez été gourmand sur ce projet. Alors je veux bien qu'on peut parler de tout, mais c'est l'ensemble du projet qui a été mal ficelé. Après que les riverains soient pas contents, que la Chède soit pas contente, je suis pas la Chède, je peux parler avec la Chède, j'ai pas de problème, je suis de l'autre côté de la table quand on les rencontre. Il n'y a pas de difficulté. Écoutez, vous m'écrivez demain, vous dites finalement, on fait une opération immobilière. Ben, vous touchez un chèque de 5 millions et votre maison de santé à 2 millions, vous la construisez ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous l'interdit? En plus de la maîtrise du PLU, rien ne vous l'interdit. Et c'est ce que nous n'avons pas voulu. Et là où vraiment, très clairement, c'est assez désagréable, c'est que j'avais cru comprendre que sur ce sujet-là, avoir une opération d'urbanisme maîtrisée, autour d'un équipement public, une maison de santé, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une partie privée et il y avait un intérêt général. J'avais cru comprendre que tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord, hein, y compris en commission.
C'était un accord général. Puis aujourd'hui, on me dit maintenant, finalement, cet accord-là, c'est pas extraordinaire. Mais moi, je me mets à la place de Vincent Scatolin, la prochaine opération. Si vous avez comme préoccupation la ligne en bas du contrat, ben alors la préoccupation du voisinage, la préoccupation environnementale, elle passe après, hein, bien après. Je veux dire que je ne vous comprends pas, monsieur le maire, là, parce que le propos il se situe dans un débat d'orientation budgétaire. Quand je vois la ligne de la maison de santé qui représente en gros 3,2 millions sur 7,2 millions de recettes d'investissement, je pense qu'on est quand même loin d'un investissement ou d'un projet à vocation médico-sociale. Bien sûr que si. Enfin, vous recevez une maison médicale à 2 millions. Enfin, 1,7 million, je sais pas combien. Vous recevez un plateau de 980 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Et pour l'instant, Bon, on n'a et pas... ben, à ce moment-là, vous dites, moi je ne reçois pas un plateau médical de 1000 mètres carrés, je vends pour faire de l'habitation, la résidence hôtel, je ne sais. On a eu, mais sur cette propriété, on a eu des dizaines et des dizaines de demandes pour faire une opération immobilière. Bon. Et sur cette opération, on dit non. D'abord parce qu'on est dans un quartier sensible, ensuite on est à côté des thermes, et ensuite on dit on a besoin d'un équipement public. Et aujourd'hui, vous semblez nous dire, mais finalement, vos choix ne sont pas les bons. Non, c'est votre mode d'investissement qui n'est pas le bon. Vous vendre pour investir, pour construire, Et alors, donc vous ne vendez pas, vous gardez des terrains, vous faites quoi? c'est peut-être une possibilité. Ah, Avec une gestion saine des comptes de la commune, c'est comme ça Donc que ça vous se montez passe. les impôts, et vous gardez les terrains. Les impôts, vous pouvez monter des impôts, c'est pas ça qui fera des recettes pour la commune. Ah, de si. la part de la CFG et des jeux, c'est quand même... Monsieur Augustin, si vous montez les impôts, ça fait des recettes. Hein. Ça sert à ça, d'ailleurs. Si vous montez les impôts de 5%, c'est combien de recettes? 400 000 euros? Oui. Et quelle est l'incidence sur la DGF? Et quelle est l'incidence sur la CFG? 5% pour les Lyonnais, c'est lourd, monsieur le maire. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Voilà. C'est pour ça qu'on ne monte pas les impôts. Hein, parce qu'on pense, en plus comme c'est un engagement électoral, que ça n'est pas bien. C'est un engagement électoral, monsieur Augustin. Au même titre que sur la maison de santé, c'est un engagement électoral. Je veux dire, on ne va pas la faire payer par le contribuable, on va trouver un promoteur qui nous fait une opération raisonnable, c'est-à-dire on ne monte pas trop dans les étages, on fait une maison de santé, et voilà. Mais sinon, je vous le dis, la facilité, c'était vous prenez la villa Kirstetter, il y a quelle surface? Il y a 3500 mètres carrés, vous allez voir un notaire de la place, et vous dites, trouvez-moi un bon promoteur. Ça va pas traîner, hein. Vous le trouvez rapidement. Ça, monsieur le maire, parce qu'il y a quand même un PLU dans une ville, il y a des règles. Mais vous respectez le PLU, monsieur Augustin? Non, parce que la règle du PLU n'était pas adaptée, c'est pour ça qu'il y a une déclaration, de projet. On a fait une déclaration de projet pour faire une maison de santé. On ne pouvait pas faire une maison de santé sans changer le PLU. Ouais, parce que c'est le tourisme. Voilà, donc vous faites une résidence hôtel. Donc vous allez voir, on a des promoteurs qui vous proposent tous les jours des résidences hôtelières, puis vous faites 5 étages, vous construisez un gros pâté de béton, vous touchez un chèque été. C'est pour ça que c'est très clairement, à un moment, il faut être loyal, monsieur Augustin. Et il faut dire, on vous a incité à faire un choix, parce que vous n'y avez pas été pour rien sur ce choix-là. Bon. De quel choix vous me À parlez? sur la maison de santé et le choix de construction. Monsieur Augustin, il y a eu une discussion en commission d'urbanisme pour faire un choix qui corresponde à une meilleure insertion dans le site, à une densification raisonnable. Bon, ce choix, Là-dessus, on peut être très clair et se dire les choses ce soir. La commission urbanisme regarde les dossiers qui lui sont présentés. La commission urbanisme se prononce. Je me prononce au sein de la commission comme un de ses membres. Éventuellement, je la vice-préside puisque c'est vous le président. Mais je me prononce sur des projets. La médiation ou la concertation avec les riverains, c'est vous. Moi, je m'en suis jamais occupé. C'était de votre projet. Le travail qui a été fait avec les riverains, c'est vous qui l'avez fait. Et je ne m'en suis pas occupé, je ne suis pas venu aux réunions. Ce que je fais normalement sur d'autres projets. On s'était répartis, entre guillemets, à partir du moment où vous interveniez sur ce projet-là, moi je n'y suis pas allé. Ce qui me semble nécessaire, parce que je n'ai pas forcément d'accord avec votre façon de voir les choses. Donc je me retire. Aujourd'hui, je parle d'un projet, d'un problème financier, de la démarche d'investissement au travers de programmes immobiliers, qui me semble être une course en avant. Je suis parfaitement clair par rapport à la position sur la maison de santé. Et fidèle, clairement sur la maison de santé, vous avez pris le dossier et c'est votre rôle, ça fait partie de vos prérogatives, j'ai pas de problème avec ça. Vous avez géré la concertation avec les riverains, il y a un recours, j'y suis pour rien, je ne suis pas dans la chaîne, je ne suis pas les riverains.
c'est pas mon point. J'ai pas fait la concertation avec les riverains. Et les projets qui nous ont été présentés en commission, j'ai émis des avis, j'ai émis des recommandations, des modifications, mais j'ai pas validé, donné un plan. Monsieur Augustin, quand vous dites c'est une course en avant, la course en avant, c'est d'accepter une centaine d'appartements sur ce terrain. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas voulu, on a modifié le PLU et on a un projet régional. Voilà, Vincent Scatola. On a tout dit, il faut que je sois très clairement. On va faire déjà sur la MSP ce soir. Très bien. Pas d'autres questions? On en a terminé. Pas d'autres observations? Pas d'observations rentrées. Je vous remercie. Le point suivant, le point 17, l'ouverture des crédits budgétaires. Robin. Donc c'est pour faire suite au vote que le conseil municipal a donné à la délibération concernant l'Union sportive lyonnaise et le versement de la subvention donc de 109 000 €. Donc nous souhaitons ouvrir les crédits pour un premier versement de 48 000 €, tel que c'était précisé dans la convention. Très bien, des questions? Pas de questions? Pas d'opposition ni d'abstention, merci. La fourniture et l'acheminement d'électricité, Serge Bayet, le contrat. Oui, monsieur le maire, écoutez, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie, nous avons lancé une consultation pour la fourniture et l'acheminement de l'électricité. Cette consultation était assortie d'un choix et d'une priorité qui est la volonté de la commune et une ambition d'être à 100% sur des énergies vertes, c'est-à-dire des énergies dont on sait qu'elles ne viennent pas du nucléaire. Et par rapport à la consultation qui a été faite les 21 et 23 décembre, c'est EDF qui a été retenu pour un marché conclu sur 3 ans. Ce marché se compose d'une tranche terme, d'une offre de base, et est assorti avec une option, l'option énergie verte. C'est pourquoi nous recueillons l'approbation du choix de ce fournisseur. Des questions sur le contrat? Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Merci. Le point suivant, Vincent Scatola, l'aménagement de la zone, le 19, pardon. Serge Bayet, pardon, oui, le groupe scolaire Guy-de-Maupassant, les travaux de terrassement. Voilà, tout à fait. Il s'agit de la terre qui avait été laissée par la société STPFA suite au chantier de l'école Guy-de-Maupassant. Nous avions laissé une année avec des mises en demeure à la société pour venir déblayer. 3 ans plus tard, la terre est toujours là, donc nous avons décidé d'évacuer cette terre et lancer une consultation pour laquelle c'est le groupement RANAR STPFA qui était le mieux-disant qui a été retenu. Et pour un coût de 78 800 €. Je précise que cette somme est dans sa grande partie, dans sa grande majorité, déjà financée à hauteur de 74 775 €, essentiellement pour un montant de 43 426 € qui est en fait les travaux non réalisés, pour un montant de 15 548 € qui correspond à une retenue de garantie qui ne sera pas reversée, et pour 15 800 € qui constituent les pénalités de retard non remises et pour des non remises de documents. Donc, au vu de tous ces éléments, nous souhaitons retenir le groupement STPFA RANAR pour cette opération. Très bien, des questions? Un commentaire, monsieur le maire. Je voterai contre cette délibération pour une raison, c'est que c'est STPFA qui a en partie mis en retard le chantier de l'école Guy-de-Maupassant, qui a laissé de la terre. La commune essaie de trouver des solutions pour limiter le retard. Donc la mise de ces volumes de terre sur un terrain communal. Et on va reprendre la société STPFA pour retirer ces tas de terre. Le deuxième point, c'est que la présentation de Serge Bayet est assez positive, peut-être même optimiste, puisque globalement on présente un coût de 78 000 € pour 74 000 € de compensation, sachant que de toute façon les retards ont été réels et que la société STPFA par exemple aurait dû payer les retards. Donc la lecture et le bilan de cette opération sera moins favorable ou moins peu défavorable que le président Serge Bayet. C'est pourquoi je voterai contre.
C'est un groupement. Hein, C'est pas un groupement, ouais. Aujourd'hui, STPFA, c'est une personne. Non mais, attendez, c'est un groupement. Ça pose un véritable problème juridique. Ça aurait été une seule personne, ça pose un problème. J'ai regardé le dossier en commission, c'est un groupement, ça apporte certaines garanties, c'est le principe qui est quand même un peu dérangeant. Non mais on est d'accord sur le fond, mais il n'empêche que c'est un groupement. Et que juridiquement, c'est pas l'entreprise STPFA, c'est un groupe. Et puis, C'est pour ça que je ne suis pas certain qu'on puisse faire la compensation comme on l'imagine. ça va poser un certain nombre de problèmes juridiques. On est bien d'accord. C'était aussi rare de sortir dans l'histoire. On est bien d'accord. Et deuxièmement, vous avez raison, les retards sont imputables à cette entreprise. Pour lui trouver des solutions, la commune fait une proposition et les engagements sont pas honorés. Donc, on est dans une situation de crise. Bon, d'autres observations? Donc un vote contre, des abstentions? Non, pour, pas de problème. Donc une opposition. Merci. Point numéro 20, la zone de la Tuilerie, Vincent Scatolin. On est sur le secteur que nous avons identifié pour implanter le village des associations. Donc c'est le secteur qui se situe derrière le collège, entre le collège et le lotissement du parc du Chêne, toute cette partie-là. Donc on a souhaité prendre une assistance à maîtrise d'ouvrage pour définir les secteurs qui pourraient être construits, les secteurs qui pourraient être préservés, et en gros réaliser une étude d'urbanisme sur l'ensemble de ce périmètre avant d'accueillir les premiers bâtiments de la maison des associations. Donc la commission MAPA qui s'est réunie le 21 décembre et le 12 janvier s'est prononcée en faveur du cabinet Espace et Mutation pour un montant de 31 200 € hors taxe, le cabinet Espace et Mutation et le bureau d'études qui se charge aujourd'hui de la révision de notre PLU. Très bien. Des questions? Pas de questions? Les travaux démarrent de cette assistance à maîtrise d'ouvrage la semaine prochaine. Très bien. D'autres questions? Pas d'opposition ni d'abstention? Merci. L'aménagement du secteur des termes, pardon, Serveillet. Tout à fait, donc voilà sur le secteur donc, de la maison de santé, qui je rappelle va se situer sur un terrain communal, contigu à un parking public de 40 places, d'où un besoin de créer de nouvelles places de stationnement. C'est le sens de cette consultation pour une mission AMO que nous vous proposons. Pour votre information, sachez que cette mission a été assortie d'enjeux d'aménagement, à savoir principalement la mise en place de cheminements en mode doux, la préservation de paysages et de sites, l'aménagement lumineux qualitatif et performant du point de vue énergétique. Ça, c'est vraiment les points importants que nous avons assortis dans cette consultation. Cette mission donc sera composée de deux phases. Une première phase de diagnostic et une deuxième de proposition d'aménagement et de chiffrage. Et après réception donc, des examens des offres, la commission MAPA, qui s'était réunie le 26 novembre dernier, s'est prononcée en faveur du groupement Fontaine-Tecta pour un montant de mission de 9 900 € hors taxe, sachant qu'une prestation est prévue en option, une prestation levée topographique complémentaire pour un montant de 1 500 € hors taxe, afin de pouvoir, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de lever ou pas cette option. Elle n'est pas obligatoire. Très bien. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Le point suivant? C'est le parking de Vigny. Sur Vigny, oui. Tout à fait. Là, pour le coup, nous réalisons les travaux de finition dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Je précise que ce sont des travaux qui sont absolument nécessaires, de façon à mettre à disposition le parking dans de bonnes conditions. Ce sont des travaux de peinture au sol pour la très grosse majorité. Dans le cahier des charges, donc, il est prévu de mettre de la résine. C'est le choix de quelque chose de qualitatif, mais en même temps qui garantit une meilleure sécurité au niveau de la circulation et pour l'essentiel aussi une facilité d'entretien. J'ajoute que nous avons aussi de petits travaux d'étanchéité, de petites fuites à faire pour ce qui concerne le parking de Vigny. Très bien. Des questions? Oui. Oui, Jean-Stéphanie, pardon. Laurent. Simplement, les travaux d'étanchéité, je pense que le constructeur a une assurance dommage ouvrage. Donc, est-ce qu'on s'en est inquiété? Est-ce qu'on a demandé, on a fait une déclaration de sinistre à l'assureur? Le transfert de propriété a été fait, là. Le 1er octobre. Le 1er octobre, il est fait. Donc, on peut très bien faire la déclaration de sinistre. Il y a la garantie décennale. Oui. Oui.
Et ce que Donc je on va veux dire- demander au service de faire une déclaration et de la En tout cas, il vérifier. faut faire la déclaration. C'est fait. Et éventuellement de lancer la procédure s'il le faut. C'est quoi les infiltrations? Ce sont des petites fuites sur les jointures du sol et des murs, mais c'est vraiment Ils sont au dernier sous-sol, Ouais. on peut intermédiaires. au dernier sous-sol. Voilà, j'ai quelques photos, là, c'est au 5e niveau. Donc Et, réponse, vraiment, on est en tuyau. propriétaire, on peut lancer la DO et Ben, ça, il faut le faire, mais il faut surtout bien être vigilant qu'il n'y ait pas une confusion entre le marquage au sol et les travaux d'étanchéité. on est d'accord. Parce que ça peut être facilement fait. Très bien. Jean-Di Stéphano. Oui, j'ai une remarque. Ça nous a coûté 2,5 millions à la bouche, et on n'a pas pu discuter au départ des travaux d'avoir un parking fini, avec une signalétique digne de ce nom. Non, Il c'était. faut qu'on y rajoute 70 000 euros. On recevait le gros œuvre. Dans la négociation, ça a été ça. Très clairement, je ne sais pas ce que coûte la place de parking ici, compte tenu de l'importance des travaux de terrassement. Mais ils ont eu en plus quelques surprises Ça fait 25 000. gigantesques. Mais en réalité, ce que ça a coûté en réalité, quand on voit l'importance des travaux, la longueur des travaux, je ne suis pas sûr que les cabinets d'études qui avaient fixé le prix initial aient bien été dans la poche. Et on a- C'était gigantesque. Il fallait le faire, Le parking, même où il y a beaucoup Sans d'eau, place. 5 étages. sans place en centre-ville, on ne laisse pas passer. Là aussi, M. Di Stéphano, comme pour la maison de santé, j'aurais pu recevoir un chèque. Mais on a demandé un équipement public. Pour moi, bon. Parce que je rappelle aussi, Jean-Di Stéphano, que c'est un engagement électoral. C'est que les terrains communaux, on ne les cède pas pour recevoir de l'argent pour effacer la dette. On a toujours dit qu'on y faisait du logement, qu'on y faisait du logement social et qu'il y avait un équipement public. Et je ne voudrais pas que ce qui se passe sur la maison médicale nous fasse un jour regretter. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai juste une précision, monsieur le maire, parce que j'avais oublié d'indiquer, de préciser, la société qui avait été retenue donc, ce chantier, c'est la société Soreva de Vaux-en-Velin pour un montant de 70 527 euros. Très bien. Pas d'autres questions? Ce sera un parking gratuit? Oui. Éclairé. Voilà, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Ont-ils des questions diverses? Ah, pardon. Les procédures achats, d'accord. Qui est-ce qui rapporte sur ce point-là? Je peux rapporter, monsieur le maire. C'est Madame Baud. Voilà, il y a un nouveau décret qui est paru le 30 décembre qui modifie le seuil des marchés publics. Donc le décret relevait à 25 000 euros le seuil au-dessous duquel le pouvoir législateur peut dispenser des règles de publicité et de concurrence, alors qu'avant il était à 15 000. Donc il vous est seulement demandé d'approuver le nouveau tableau pour les marchés publics. Des questions? Pas de questions? Pas d'opposition ni d'abstention? Je vous remercie. Questions diverses? On n'en a pas reçu. Donc il n'y en a pas. Aucun conseil. Je vous remercie. La galette des rois vous attend à côté. Et le prochain conseil, Madame Gaulle, aura lieu C'est le 3 mars. 3 mars. Pas de problème. Merci. Ils vont finir, c'est la minuit à minuit. Toujours. On n'est pas peur, c'est là.